Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce numéro. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une grande figure médiatique. Il a marqué l'histoire de l'audiovisuel burkinabé par sa voix, son professionnalisme et son engagement pour une information de qualité. Ancien présentateur du journal télévisé, il a su traverser les époques avec rigueur et passion, grimpant les échelons jusqu'à occuper la direction de la télévision nationale entre 1994 et 1997. Aujourd'hui encore, il continue de transmettre son savoir en formant les nouvelles générations à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Dans cet entretien, il revient sur son parcours et les défis de l'époque. Bonsoir, Monsieur Barreau. Bonsoir, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci, bienvenue à Fadima Web TV. Pour commencer, Monsieur Barreau, pouvez-vous nous retracer brièvement votre enfance? Mon enfance, je pense qu'elle a été comme celle de tous les enfants de mon âge. J'ai passé une partie de cette enfance à Samoroba, dans le Kénédougou. C'est là où je suis né. Et vous vous souviendrez qu'en 1995, il y a eu l'attaque de la gendarmerie de Samoroba. C'était l'une des premières, sinon la toute première attaque terroriste du Burkina. Donc dans ce village, bon, j'ai été à l'école, j'ai été aussi, comme les enfants de mon âge de l'époque, dans les champs, pour garder les champs, garder les animaux. Et apprendre la vie que l'on se devait d'apprendre à l'époque, parce qu'un enfant, il faut lui mettre le pied à l'étrier pour qu'il puisse aborder la vie avec tous les moyens dont la tradition disposait à l'époque. Et par après, je suis allé chez un grand frère qui était enseignant, où j'ai fini le cycle primaire avant d'aller au collège. Le collège, c'était à Banfora. Bon, ça s'est bien passé jusqu'au BPC. Puis le secondaire, l'université. Bon, l'université, j'étais plus tout à fait enfant, mais bon. Et justement, après vos études, vous avez décidé de faire le journalisme. Pourquoi ce choix-là? Décider, je ne sais pas si j'ai décidé, parce que notre génération, nous sommes quasiment tous passés par l'Institut africain d'éducation cinématographique, l'INAFEC. Et après une licence, nous étions quelques-uns à aller en France, où nous avons fait une maîtrise en sciences et techniques audiovisuelles et télématiques. Et de retour au pays, il n'y avait pas tellement d'autres choix que d'aller dans le monde des médias et du cinéma. C'est ainsi que en 1984, il y avait un test de recrutement. Nous étions en pleine révolution, donc les tests, c'était plus un test idéologique que tout. Et ayant satisfait à ce test, j'ai été, comme d'autres camarades, affecté, enfin, mis à la disposition du ministère en charge de la communication. Donc, bon, c'était pas vraiment un choix, mais c'est ce qui s'imposait comme logique après, selon mon profil de formation. Ok, et comment étaient vos débuts dans ce métier-là? Mais c'était plutôt intéressant parce que nous avons, grâce à nos devanciers, nous sommes rentrés dans le métier en douceur parce que nous étions bien encadrés, tant pour les reportages que pour la présentation plus tard. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté particulière. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Et j'ai pris service en juin 1984 à la télévision nationale du Burkina. Et déjà en octobre, j'étais en reportage hors du pays, à Bamako, pour couvrir le sommet de la CEDEAO.
sommet au cours duquel le président Sankara a été enfin porté à la tête de la conférence des chefs d'État, après le refus du président Houphouët-Boigny qu'il assume cette responsabilité. Et donc, ça a été un sommet qui a fait beaucoup de bruit. Donc, c'était un moment très, très important pour moi parce que mes supérieurs m'ont fait confiance après juste quelques mois de métier, m'envoyaient couvrir un tel sommet. Et j'y ai appris beaucoup de choses et je pense que le reportage que j'ai fait à l'époque a plu. D'ailleurs, j'ai revu ça dernièrement sur les réseaux sociaux et ça avait été rediffusé. Vous avez tantôt dit que le journalisme a été un choix imposé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre option. Est-ce à dire que si c'était à refaire, vous allez choisir autre filière? Mais si j'avais étudié autre chose, je choisirais autre chose. Mais quand j'ai dit que je n'ai pas tellement eu le choix, c'est compte tenu de mon antécédent, de mon profil. Je ne pouvais faire que ça, parce que je n'étais formé que pour ça. Et donc, c'est pour cela que bon, je dis que je n'avais pas d'autre choix. Mais ça ne peut pas dire que je n'étais pas content de le faire. J'ai été bien content de le faire et je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour tenir mon rôle. Vous avez été également présentateur à la télévision nationale. Et comment était le début, la toute première fois que vous êtes passé à la télévision? Alors, avant d'arriver à la présentation du JT, il y avait à l'époque les flashs. Et donc, c'était un peu l'apprentissage de la présentation. On faisait les flashs et la rédaction en chef nous faisait présenter les titres, les flashs. Et ça permettait de s'adapter plus tard à la présentation. Donc, on y est allé en douceur. Mais ce que je dois dire, c'est que à chaque fois que j'ai présenté le journal jusqu'à quitter l'écran, dès que comment on appelle ça, le générique finit, ou il commence du moins, il y a quelque chose qui me dit attention, tu vas te jeter à l'eau. Donc, et je me dis que ce signal intérieur-là, il est important. Et chaque fois, je me disais, le jour que je n'aurai pas ça, ça veut dire que c'est peut-être la fin, il faut quitter la scène. Mais je l'ai eu jusqu'au bout. Donc, une alerte pour te dire, tu dois parler à des gens, à des milliers, sinon des millions de personnes que tu ne vois pas, mais qui te voient. Donc, il faut faire bonne figure devant eux. Et à l'époque, il n'y avait pas de prompteur, mais vous avez eu cette capacité de présenter le journal sans pour autant avoir les yeux figés sur vos papiers. Quel était votre secret? Bon, encore une fois, ça, c'est l'apprentissage qu'on a eu à la rédaction, parce que la rédaction, c'est une formidable école de formation de journalistes. Il y a ce qu'on apprend à l'école, mais il y a ce qu'on apprend par la pratique au sein des rédactions. Donc, on a eu un très bon encadrement au niveau de la rédaction. Le directeur à l'époque, c'était le professeur Sergio Filbalima, qui a été par ailleurs mon enseignant à l'INAFEC, et puis Mahamoudou, qui a été un très bon collaborateur, c'était notre rédacteur en chef. Donc, il nous avait vraiment permis de bien assimiler le travail. Donc, pour la présentation sans picorer, comme on dit, il faut bien cerner son papier. C'est-à-dire ne pas l'apprendre forcément par cœur, mais savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on a écrit, sauf à tenir compte de la phrase clé pour permettre au réalisateur de passer le film qu'on va demander. Donc c'est un travail d'apprentissage, il faut s'adapter à cela et après ça devient un peu naturel. Quand on parle, on a le droit de se tromper, on a le droit de temps en temps d'hésiter, mais le prompteur enlève ce côté naturel-là. Et du reste, il faut pouvoir le maîtriser, parce que quand on ne le maîtrise pas, ça peut donner un effet dévastateur. Et quel regard portez-vous sur le journal, sur la présentation des années 80 à nos jours?
Ben, la technologie, forcément, a impacté les façons de faire. Mais comme je dis, quand c'est bien maîtrisé, le prompteur en particulier, c'est très bien. On ne se rend pas compte qu'il y a cette petite tricherie technologique. Mais quand c'est pas bien maîtrisé, bon, ça peut paraître désagréable. Voilà, tout à fait. Quels sont les critères requis pour présenter un journal télévisé? Alors, le présentateur, déjà, c'est celui qui est l'interface entre les équipes rédactionnelles et les techniciens, parce que c'est tout un ensemble qui fait qu'on peut regarder le journal télévisé. Et donc, pour cela, il faut très certainement avoir une bonne présentation. Quand je dis une bonne présentation, c'est être convenablement habillé. Il faut être convaincant par la manière de dire ce qu'on veut dire au public, parce que le public compte sur vous pour apprendre ce qu'il ne sait pas encore. Et donc, si vous cafouillez, vous bafouillez, il est perdu, il ne va pas vous suivre. Donc, il faut pouvoir être convaincant et pouvoir être aussi, j'allais dire, un peu séduisant, c'est-à-dire être accueillant, souriant bien sûr quand l'actualité le permet, parce que vous n'allez pas annoncer un décès en souriant. Mais quand c'est un sujet plaisant, il faut pouvoir aussi le dire de façon plaisante. Et je pense que c'est comme ça qu'on se fait adopter par son public. D'accord. Durant votre carrière de présentateur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'ai été plus marqué en tant que reporter. J'explique pourquoi. Je pense d'ailleurs que c'est le meilleur côté du journalisme pour moi, le reportage. C'est là où vraiment on donne de soi. C'est là où on permet aux gens de comprendre ce qui advient de par le monde. La présentation, bon, ça fait un peu star, ça fait machin, mais pour moi, on n'a pas très grand mérite à être présentateur. Par contre, on a du mérite à être reporter. Alors, je raconte une anecdote. J'ai été à un sommet, ce sommet franco-africain à l'époque, ça s'est passé au Maroc. J'ai demandé une interview à son protocole, comment on appelle ça, son aide de camp. Et l'aide de camp, c'était un général. Il m'a dit, le roi, il ne donne pas d'interview, il fait des déclarations. J'ai dit, très bien, donc je vais lui demander une déclaration. Une déclaration. Et il n'était pas tout à fait favorable. Alors, pour ma chance, après l'audience, à la sortie, c'était un petit couloir. Okay. Et j'étais avec mon caméraman, on s'est mis tous les deux. Il ne pouvait plus passer de toute façon. Je lui ai demandé, Majesté, puis-je vous poser une ou deux questions? Il dit, faites mon ami, faites. Alors on a fait l'interview et tout de suite après, nous devions revenir à Ouaga. La télévision marocaine nous a poursuivis à l'aéroport pour avoir copie de l'interview. Alors du coup, il y avait quand même une certaine fierté d'avoir pu faire ça. Justement. Après tout ce parcours de reporter, de présentateur, de 94 à 97, vous êtes nommé directeur à la télévision nationale. Ouais. Quels ont été les défis que vous avez relevés à ce niveau? Il y avait beaucoup de contraintes parce que la mission, c'était d'assurer le service télévisuel, comme on dit. Donc, accompagner les actions du gouvernement. Bon, de ce point de vue, ça n'a pas tellement changé. D'ailleurs, c'est encore le cas. Mais il n'y avait pas d'autonomie financière. Donc, le budget de la TNB était celui du ministère. Et donc, il y avait peu de latitude pour faire de la production. Or, pour faire de la production, il faut de l'argent. Et l'argent, c'est ce qui manquait le plus. Oui. Donc, on a assuré un peu, j'allais dire, l'essentiel du côté politique de l'activité télévisuelle. Et on n'a pas pu véritablement produire, quoique moi je pensais à une chose, on avait un budget pour aller au marché du film. Le marché du film, ça se passait à Cannes, où tous les programmes, ceux qui avaient des programmes de télé à vendre,
se retrouvaient là. Et on avait de l'argent pour aller à ce marché-là. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce budget-là pour faire la production? Mais en même temps, c'était tellement insignifiant que les cinéastes, à l'époque, j'ai approché quelques-uns comme ça, je dis, mais c'est misérable ton budget, on ne peut rien produire avec ça. Et ce qui fait que les programmes étaient en grande partie ce que, par le biais de la coopération, on recevait. C'était l'Allemagne, c'était la France. C'était aussi ce qu'on obtenait par bartering. Le bartering, c'est un mécène, enfin, peut-être même pas un mécène, quelqu'un qui vous achète des programmes et en contrepartie, vous publiez sa publicité en début et en fin du programme. Donc, c'était ça. Donc, mon insatisfaction, je peux dire, c'est qu'on n'a pas eu de moyens de véritablement produire comme ça a pu être le cas plus tard quand la télévision a changé de statut pour être EPE. Mais même maintenant, je crois qu'il y a encore des efforts à faire pour qu'il y ait véritablement de la production, pour que les programmes portent sur les préoccupations de chez nous. D'accord. Et selon vous, quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur les médias au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a véritablement une menace qui pèse sur les médias? Je ne sais pas. Si vous pensez à des menaces, moi j'ai dit l'évolution technologique est telle qu'il suffit de s'y adapter. Pendant longtemps, on a dit la presse écrite allait disparaître. Est-ce qu'elle a disparu? Non. On a dit la télé allait prendre la place de la radio. Est-ce que la télé a pris la place de la radio? Bon, c'est une perpétuelle réadaptation pour que les possibilités qu'offre la technologie d'en profiter pour donner du contenu en fonction de ce qu'on a envie de proposer au public. Moi, je ne vois pas ça comme une menace, je vois plutôt comme une opportunité à ce que les médias se refassent en permanence pour s'adapter au changement du moment. Maintenant, si vous le dites en pensant aux réseaux sociaux, ce qui s'y passe, ce n'est pas du journalisme. Donc, moi, je ne les compare pas du tout. Mais rien n'empêche que les médias aient aussi leur page de réseaux sociaux. C'est vrai, c'est pas du journalisme, mais on a l'impression qu'ils ont plus de poids de nos jours. Parce que les gens aiment les cancans. On raconte n'importe quoi, les gens y croient. Quand on raconte des choses qu'ils ont envie d'entendre, mais ce n'est pas forcément des choses vraies. Vous savez qu'il y a énormément de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est le combat de pratiquement tous les dirigeants aujourd'hui, et le Burkina en particulier. Nous sommes dans une situation de guerre. Ils se racontent n'importe quoi. Et les réseaux sociaux, c'est le cadre propice pour répandre cela. Moi, je pense que si les médias, qu'ils soient publics ou privés, font effectivement le travail de façon professionnelle, s'ils traitent des thématiques qui intéressent le public auquel ils s'adressent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'accord, Monsieur Barrow, vous êtes également encadreur à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et c'est également grâce à vous si à l'ISIC il y a les soutenances. Pourquoi avoir pris cette initiative? Alors, il faut rectifier. Ce n'est pas grâce à moi qu'il y a eu des soutenances. Il y a toujours eu des soutenances. Avant? Oui, il y a toujours eu des soutenances, mais c'était des mémoires écrits. Ok. Voilà. Et entre-temps, il y a un jeune Béninois qui est passé par là et qui m'a dit, mais moi, je souhaite faire le portrait d'un footballeur béninois. Est-ce qu'on pourrait le faire à production de télé? Je dis, mais c'est une très bonne idée. Moi, j'ai porté sa préoccupation auprès de l'administration de l'ISTIC. Ce n'était pas très bien vu, mais ça finit par se faire. Et grâce justement à Yacouba Traoré, qui était directeur de la télé à l'époque, qui a adhéré à l'idée, et Romuald Vissot, il s'appelait,
s'appelle encore. On a fait ce document-là et il a soutenu en présentant son document. Et depuis lors, la chose a pris et tout le monde fait maintenant des productions au lieu de mémoire écrit comme c'était le cas avant. Monsieur Barrow, nous allons revenir encore sur les médias. Nous constatons qu'aujourd'hui, les médias privés peinent souvent à s'en sortir. Quelle solution est-ce que vous proposez à ces médias-là pour vraiment arriver à la hauteur? Bon, je ne sais pas si j'ai une recette miracle. J'expliquais tantôt que au niveau du média public qui était la TNB, la difficulté majeure, c'était de réunir les ressources financières pour pouvoir faire la production. Et je comprends aisément que les médias privés aujourd'hui soient confrontés à la même difficulté. Cela dit, l'État quand même fait l'effort de soutenir la presse privée. On me dira que c'est pas grand-chose, mais c'est de toute façon cela. Mais je pense que c'est la qualité de la production qui permettra que les médias privés puissent aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Sans le soutien d'annonceurs, il est difficile de faire la télé aujourd'hui. Il ne faut pas créer une chaîne de télé ou un média juste parce que d'autres l'ont fait, mais il faut que ce soit porteur de projets qui puissent intéresser non seulement les publics, mais aussi d'éventuels investisseurs. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ces jeunes en formation ou qui ont déjà commencé à pratiquer le journalisme? Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de tous ces jeunes-là? Oui, d'abord, j'encourage tous ceux qui veulent embrasser le métier de journaliste. La première mise en garde, j'allais dire, c'est qu'ils sachent que ce n'est pas là où on devient riche. Si vous voulez être journaliste, vous le faites par conviction de servir une communauté. Mais si c'est pour être riche, vous vous trompez de métier, et là, il faut changer. L'autre point de vue, c'est qu'il faut se cultiver. Un journaliste sans culture ne peut pas bien faire ce boulot. Et vous le savez très bien, Yacouba Traoré, qui est à l'initiative de votre chaîne, fait partie de ces jeunes, moi je l'appelle gentiment petit frère, qui est très travailleur, qui a beaucoup de culture et qui, je suis persuadé, vous l'inculque au fil du temps ici. Donc, il faut de la culture. Il faut de la rigueur dans ce qu'on fait parce que la collecte et le traitement de l'information, ça va avec la rigueur. D'abord, pouvoir choisir ce qui peut intéresser votre public. On ne traite pas de n'importe quoi. On choisit les sujets en fonction de l'intérêt que ce sujet peut avoir pour le public auquel on s'adresse. Une fois qu'on a déterminé son sujet, il faut pouvoir voir quel est l'aspect, l'approche de traitement que je vais faire adopter pour ce sujet pour qu'il soit intéressant pour le public auquel je m'adresse. Et pour le collecter, il faut aussi toujours vérifier les informations qu'on a. Donc, c'est un peu cela, la rigueur, la culture, être au courant en permanence de l'actualité, un suivi de l'actualité, je veux dire. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut être un bon journaliste. De toute façon, le public auquel vous vous adressez, c'est lui qui est votre juge. Si vous faites bien, il vous suivra. Si vous faites mal, il ne vous suivra pas. J'aime à dire, en ce qui concerne la télé en particulier, le public, le téléspectateur, il est souverain. Il a sa télécommande. Si vous dites des choses qui l'intéressent, il vous regarde. Sinon, il va voir ailleurs. Il n'est pas payé pour vous regarder. C'est lui qui a acheté sa télé, c'est lui qui paye son courant, c'est lui qui a sa télécommande. Donc, servez-lui ce qu'il a envie de voir. D'accord. Monsieur Barrow, c'est sur ces conseils que nous allons mettre fin à ce numéro. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je félicite encore une fois, je lui ai dit ça de vive voix à Yacouba Traoré, qui a eu cette belle initiative et qui surtout a rassemblé autour du projet
des jeunes comme vous pour porter le projet. Je vois que vous le portez bien. En tout cas, continuez à le faire dans la rigueur, dans la discipline. Et je pense que très bientôt, on pourrait savoir quelle place vous occupez dans les paysages télévisuels du Burkina. Je suis sûr que vous êtes déjà à un niveau assez intéressant. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV.